Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur le coordonnateur d'abord, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous procédons ce matin à l'audition pour suite à donner de l'enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de notre commission en application du 58.2 de la loi organique relative aux lois de finances sur la gestion de l'eau potable et de l'assainissement en Outre-mer. Le sujet de la gestion de l'eau, qui n'est pas propre au territoire ultramarin, mais qui y est particulièrement sensible compte tenu de leurs particularités, revient régulièrement au Sénat, avec par exemple récemment le vote de la proposition de loi de notre collègue Jean-Michel Arnaud sur la gestion des compétences eau et assainissement, une question qui là aussi revient régulièrement. La question de l'organisation du service public de l'eau est essentielle pour les collectivités territoriales. Ce sujet a une acuité particulière en Outre-mer, où une part non négligeable de la population n'a pas d'accès permanent à l'eau ou bien est soumise à des coupures régulières. Les contraintes géographiques et climatiques auxquelles sont soumis les territoires ultramarins appellent à des besoins en investissement conséquents. Tel est encore plus le cas lorsque, évidemment, à Mayotte, le passage du cyclone Chido, le 14 décembre 2024, accentue encore les difficultés des conditions d'accès à l'eau pour la population, de même que le cyclone Garance à l'île de la Réunion. Il pourra être utile que M. Mafoudi, coordonnateur interministériel du plan ODOM, nous présente la situation sur ces territoires qui a dû encore évidemment évoluer depuis ces deux catastrophes climatiques et qui se sont produites postérieurement à la réalisation de l'étude. Sans anticiper la présentation qui nous en sera faite, le rapport d'enquête de la Cour des comptes, après avoir constaté l'ampleur des investissements réalisés dans la gestion de l'eau et de l'assainissement en Outre-mer, pointe certaines limites en termes d'accompagnement par l'État des collectivités territoriales. Pour aborder tous ces sujets, nous recevons ce matin Madame Catherine Démier, présidente de chambre à la Cour des comptes, qui va nous présenter les principales observations et recommandations issues de cette enquête. Je salue, et le rapporteur général avec moi, également les personnes qui l'accompagnent aujourd'hui. Les rapporteurs spéciaux de la mission, Georges Patient et Stéphane Foissin, prendront ensuite la parole pour indiquer les enseignements qu'ils retiennent de ce travail et pour exposer leurs réflexions. Pour prolonger nos échanges, nous éclairer et répondre aux observations de la Cour et du rapporteur spécial, je donnerai ensuite la parole à M. Ferdi Louisi, président du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, et M. Najib Mafoudi, comme je l'ai indiqué, coordonnateur interministériel du plan ODOM. La parole sera ensuite à M. le rapporteur général et à l'ensemble des collègues qui souhaiteront vous interroger. J'en profite, nous saluerons tout à l'heure, je pense qu'elle arrivera un peu plus tard, Madame Micheline Jacques, rapporteure de la Commission des affaires économiques sur ce sujet. À l'issue de notre réunion, je demanderai aux membres de la Commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes. Je vous indique enfin que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et est retransmise sur le site internet du Sénat. Je donne tout de suite la parole à Madame Catherine Démier, présidente de chambre, maintenue à la Cour des comptes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, est-ce que le micro marche? Merci. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir conviés à cette audition. Permettez-moi de vous présenter les auteurs de cette enquête, Madame Marie Lajus, conseillère maître et rapporteur général de cette enquête, et Monsieur Michel Lalande, conseiller maître en service extraordinaire, et vous en connaissez le rôle, contre-rapporteur. Comme vous, en préambule, je ne peux évidemment ne pas évoquer le contexte des épisodes dramatiques vécus en décembre 2024, puis en janvier 2025 à Mayotte et à La Réunion, par ailleurs, en février 2025. Et les juridictions financières, puisque nous avons travaillé Cour des comptes et Chambre régionale des comptes compétentes ensemble,
Donc nous formons ce que nous appelons les juridictions financières. Elles forment le vœu que les moyens déployés ces dernières années dans ces territoires et auxquels est consacrée une part notable du travail que je vous présente ici aient pu contribuer à la capacité de réponse et de reconstruction qui se sont mises en œuvre dès les jours suivant ces événements. Alors, je vais organiser mon propos de la façon suivante, en 3 temps rapidement. Premièrement, vous rappeler le contexte procédural et le cadrage de l'enquête. Ensuite, plutôt le contexte global et la sensibilité du sujet. Et puis, enfin, quels sont les principaux messages que la Cour des comptes a souhaité vous proposer. Alors, le contexte procédural et cadrage de l'enquête, bien vous l'avez dit, Monsieur le Président, la Cour des comptes a répondu à une demande relevant d'une disposition, la fameuse disposition de la LOLF, l'article 58.2, pour qu'il soit procédé à une enquête sur la gestion de l'eau potable et de l'assainissement en Outre-mer. 2 échanges avec les rapporteurs spéciaux du Sénat et notamment Monsieur le sénateur Patient ont eu lieu en février et en juillet 2024. Premier échange, c'était l'occasion de clarifier, de définir précisément le périmètre de l'enquête, et le second, un peu plus tard, de partager les premiers constats. Donc l'enquête porte sur le périmètre géographique des 5 DROM, comme on le dit, et de Saint-Martin, ces territoires faisant l'objet d'un plan d'action spécifique de l'État, ce qu'on appelle le plan ODOM, ou parfois le PDOM, qui a été conclu en 2016, et l'enquête porte de 2016 jusqu'à ce jour. Sur le fond, l'enquête se concentre sur la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, ce qu'on appelle ce qui est appelé le petit cycle de l'eau. Et évidemment, je suis amenée à vous rappeler ce qui n'est pas traité dans cette enquête. Premièrement, les enjeux relatifs à la gestion quantitative de l'eau, dit grand cycle de l'eau. Ne sont pas traitées les questions relatives aux usages agricoles et industriels, ni ce qui relève enfin d'un impact à long terme des transitions climatiques, de la pollution et de l'évolution des milieux naturels. Ça ne veut pas dire que ces enjeux ne soient pas d'un intérêt majeur pour les Outre-mer, mais ils relèvent de compétences et de logiques distinctes. Et d'ailleurs, je me permets de vous rappeler que ces questions ont été traitées dans le cadre d'un rapport de la Cour des comptes sur la gestion quantitative de l'eau en période de changement climatique, et que ce rapport n'est pas si ancien que ça, puisqu'il date de 2023. L'enquête porte tant sur un état des lieux du service public de l'eau potable et de l'assainissement dans les 6 territoires concernés que sur la mise en œuvre du plan ODOM. Cette enquête s'est appuyée sur les données et indicateurs disponibles tant auprès des services du coordonnateur interministériel du plan que auprès des acteurs locaux, qu'il s'agisse des services déconcentrés, des collectivités territoriales, des EPCI, des délégataires, et a donné lieu à 2 déplacements de l'équipe à Mayotte et en Guadeloupe. J'en viens maintenant à la sensibilité du sujet tel que nos travaux ont pu les appréhender. Le droit à des services fiables d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable est un enjeu majeur rappelé en France par la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques. Le rapport que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui porte sur un sujet particulièrement sensible pour les habitants des Outre-mer, alors que les difficultés techniques, les difficultés de gouvernance et les fragilités financières affectent durement la qualité et la continuité des services publics. Je vais vous donner quelques données concrètes pour illustrer mon propos. En Guyane et à Mayotte, plus de 75 000 personnes n'ont aucun accès à l'eau potable. Alors qu'en moyenne en France, moins de 20% de volume d'eau
introduit dans le réseau et perdu dans des fuites. Ce taux s'établit en Martinique à 48%, en Guadeloupe 60% et même 80% dans certaines zones de basse-terre. 25% de la population guadeloupéenne et la totalité de la population mahoraise sont soumis à des tours d'eau. C'est-à-dire ce sont des coupures tournantes pouvant aller de quelques heures à des journées entières. Et ça génère évidemment, on le comprend forcément, des frustrations et des conflits d'usage. En matière d'assainissement, de nombreuses stations d'épuration et installations d'assainissement non collectif sont non conformes. Les rejets directs d'eau usée détériorent les milieux aquatiques, en particulier les eaux côtières, ce qui fragilise la biodiversité et menace la ressource en eau potable. Voilà, après vous avoir donné quelques exemples concrets, ce que l'on peut dire, c'est qu'en dépit d'importants moyens déployés, notamment grâce au plan Eau-DOM, les améliorations apparaissent encore peu visibles et de nouvelles crises de l'eau ou coupures ponctuelles sont régulièrement rapportées par l'actualité, plus particulièrement en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte et à la Martinique. J'en viens enfin au troisième point de mon propos, c'est-à-dire la structure et le fond de notre rapport. Le premier chapitre, il y a 2 chapitres dans ce rapport. Le chapitre 1 est consacré à la mise en œuvre du plan Eau-DOM, à son impact financier et à ses difficultés. Ce chapitre fait l'historique et décrit les modalités de déploiement du plan, tant dans son pilotage national que dans son application locale. Ce plan se distingue par une méthodologie partenariale et contractuelle avec l'outil des contrats de progrès. Ce chapitre effectue l'état des lieux des moyens financiers engagés, dépensés par l'État et ses opérateurs, au regard des besoins des territoires concernés. Il examine aussi les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan, qu'il s'agisse du pilotage par des indicateurs techniques et de conditionnalité des financements, et en matière de gouvernance locale marquée par des crises et des restructurations nombreuses, ainsi que par une insuffisante prise en compte des usagers. Le chapitre 2 est plus analytique. Il souligne la nécessité de mieux adapter les politiques publiques de gestion de l'eau et de l'assainissement aux spécificités des Outre-mer et sous la forme de 4 principaux messages que je vais vous indiquer. Adapter les politiques publiques de gestion de l'eau et de l'assainissement aux spécificités des Outre-mer, qu'il s'agisse des modalités d'intervention de l'État vis-à-vis des collectivités locales responsables de la gestion de l'eau, dans l'ingénierie, la formation ou la gouvernance des structures. Aussi en matière de règles techniques et ou juridiques, avec un examen attentif des questions de dérogation et d'adaptation des normes aux spécificités outre-mer. Enfin, en matière de financement, de tarification et de recouvrement. Je vous précise que 6 annexes territoriales présentent la situation des politiques d'eau potable et d'assainissement dans les territoires concernés, ainsi que les éléments d'état des lieux du déploiement des PDOM dans chacun de ces territoires. Alors, nos messages principaux. Le premier, l'État a renforcé son engagement et a impulsé une dynamique partenariale et contractuelle nouvelle dont les effets financiers sont tangibles, même s'ils sont encore insuffisants. De caractère interministériel, le plan Eau-DOM permet de faire œuvrer ensemble, au niveau national comme au niveau local, les directions ministérielles, les préfectures, les services techniques chargés de l'eau et de l'environnement, les autorités sanitaires, les collectivités locales, ainsi que divers organismes de financement, qu'il s'agisse du fameux Office français de la biodiversité,
la Banque des territoires ou l'Agence française de développement. Et c'est une novation, car chacun agissait jusqu'alors de manière non coordonnée. Et là, à ce titre, il constitue un changement majeur, fondé sur une logique intégrée et très exigeante vis-à-vis des collectivités locales comme des services et opérateurs de l'État dans le cadre de contrats de progrès signés par tous. Ces contrats permettent d'objectiver et de partager des programmes de travaux, les trajectoires d'investissement et les financements des partenaires dans le cadre d'engagements pluriannuels et de sortir de plans de crise ponctuels ou prises dans l'urgence. La méthodologie est appuyée par des outils et par un pilotage national qui se doit d'être renforcé pour gagner en efficacité et en mutualisation. Depuis 2016, la mobilisation des moyens nationaux au profit des projets d'eau et d'assainissement progresse, mais lentement, inégalement selon les territoires, avec une difficulté persistante à engager les crédits disponibles. On constate aussi une prééminence trop forte accordée à l'eau potable par rapport à l'assainissement. Les investissements de l'État pour les territoires concernés s'élèvent à ce jour, depuis 2016, à 889 millions de crédits, dont 410 millions d'euros de subventions de l'État, mais parmi lesquels seuls 230 millions avaient été consommés à fin 2024 et par ailleurs 479 millions de prêts. Deuxième message, l'efficacité du plan Eau-DOM est limitée par des outils de suivi inadaptés, c'est-à-dire que, je vais vous expliquer, un pilotage par les indicateurs plutôt que par des objectifs stratégiques, limité par des difficultés persistantes de gouvernance locale, ainsi que par un défaut de prise en compte du rôle des usagers. Les contrats de progrès locaux passés entre les représentants de l'État, les financeurs et les collectivités locales conditionnent en théorie les financements de l'État et de ses opérateurs au respect d'engagements des partenaires. Mais ces engagements sont tributaires de l'obligation faite aux collectivités bénéficiaires de renseigner, pardon de ce terme un peu barbare, de renseigner de nombreux indicateurs techniques très précis. Alors, de ce fait, ceux-ci ont été peu renseignés sans que la logique de conditionnalité ne soit réellement mise en œuvre. Et la Cour, les juridictions financières préconisent de revenir à des engagements plus lisibles, plus stratégiques pour appliquer réellement le principe de conditionnalité des financements de l'État. Le second écueil dans la mise en œuvre du plan est celui de la gouvernance locale, marquée par des crises et des difficultés récurrentes dans une période, certes, marquée par d'importants remaniements de compétences. À ce titre, le rapport ne propose pas de grand soir dans l'organisation territoriale, mais plutôt préconise une approche un peu pragmatique et au cas par cas, et insiste sur le renforcement des moyens de contrôle des entités délégataires de services publics et d'assainissement. Il propose également de faire une plus grande place aux usagers et aux citoyens dans le suivi et la gouvernance de ces services quand même fondamentaux. Troisième message, l'État doit maintenir et adapter son soutien à l'ingénierie locale et se positionner en accompagnement plutôt qu'en tutelle, permettant aux collectivités d'exercer leur pleine responsabilité. Les collectivités responsables des services d'eau potable et d'assainissement ont longtemps été soutenues, voire suppléées, par les services territoriaux de l'État. La fin de l'ingénierie de l'État, combinée à des difficultés de gouvernance, ont conduit ces collectivités à une situation exsangue en matière de compétences techniques, expliquant
en partie les crises traversées depuis la fin des années 90. Le plan Eau-DOM fait une priorité majeure, à juste titre, du renforcement de la capacité technique à laquelle sont alloués des moyens importants. Et le rapport examine dans le détail les modalités de soutien technique mises en œuvre et notamment les dispositifs d'assistance technique, souvent coûteux, non durables et parfois maladroitement positionnés. Donc nous préconisons un véritable retour d'expérience pour permettre une meilleure efficience ainsi qu'un investissement plus important dans la formation initiale et continue des professionnels locaux de l'eau et de l'assainissement. En matière de gouvernance, la multiplication des situations de crise dans certains territoires amène évidemment préfets et services de l'État à prendre ponctuellement la main sur ce service public décentralisé. Et c'est le cas en Outre-mer comme dans l'Hexagone. Si ces interventions d'urgence apparaissent justifiées, la logique pertinente du plan Eau-DOM mise à moyen terme sur le rétablissement de la pleine responsabilité des collectivités compétentes dans le cadre d'un schéma contractuel respectueux de la place de chacun. Enfin, quatrième et dernier message. La pleine efficacité des services nécessite d'adapter et de territorialiser les pratiques nationales, que ce soit en matière de normes techniques et juridiques ou de financement des structures. Les questions techniques, normatives et financières s'adaptent mal outre-mer à des standards nationaux en matière de services d'eau et d'assainissement. L'enquête pointe en effet l'inadaptation d'un certain nombre de mécanismes et de règles techniques ou juridiques aux situations ultramarines. Des expérimentations locales, innovations territoriales ou des dérogations ponctuelles pourraient constituer des réponses adaptées. Par exemple, l'expérimentation des techniques d'assainissement individuelles ou semi-collectifs qui s'écartent des normes nationales et européennes paraît une piste intéressante pour garantir la sécurité sanitaire des habitants, notamment dans des zones très isolées de Mayotte ou de Guyane. De la même manière, la raréfaction et la difficulté d'accès à l'eau potable dans certains secteurs invitent à développer des ressources alternatives telles que l'eau de pluie ou des systèmes de filtration innovants. Le rapport préconise de promouvoir ce type de démarche en confiant la régulation à l'équipe de pilotage du plan Eau-DOM. Le schéma du financement des services d'eau et d'assainissement ultramarins requiert également des adaptations au contexte. Le principe selon lequel l'eau paie l'eau, c'est-à-dire ce sont les redevances locales payées par les usagers qui financent le service d'eau et d'assainissement, est en Outre-mer particulièrement difficile à tenir. Des charges et des surcoûts pèsent sur les services plus lourdement que sur le reste du territoire. Les prix insulaires s'additionnent aux spécificités géophysiques, urbaines et climatiques pour renchérir structurellement le coût des réseaux. Parallèlement, la capacité contributive des citoyens y est plus faible. En dépit d'importants subventionnements de l'État, le prix de l'eau potable et de l'assainissement sont en moyenne plus élevés et grèvent plus durement le budget des ménages. D'ailleurs, dans le rapport, nous faisons une approche comparative du prix de l'eau au mètre cube entre tous les territoires et la moyenne de l'Hexagone. L'eau et l'assainissement peuvent peser plus de 6% du budget d'un ménage modeste en Guyane ou à Saint-Martin et jusqu'à 25%, vous vous rendez compte, à Mayotte. Ceci peut expliquer en partie des taux de recouvrement faibles. Un cercle vicieux s'enclenche où le défaut de paiement des factures engendre le défaut de service qui accentue la défiance et le refus de paiement. Les subventions apportées par l'État apparaissent nécessaires pour réaliser les investissements qui s'imposent. Mais le rapport souligne aussi que les collectivités locales doivent aussi être en mesure de garantir leur part d'autofinancement et assurer le fonctionnement nécessaire à la pérennité de ces services.
L'enquête examine les enjeux de tarification et de recouvrement propres à ces territoires, dont la modernisation et l'adaptation apparaissent comme une condition de rétablissement des équilibres financiers. Nous constatons que ces questions, ces enjeux propres aux Outre-mer sont insuffisamment pris en compte, tant d'ailleurs par les collectivités locales que par les dispositifs de soutien en ingénierie apportés par l'État. Et de ce point de vue, nous préconisons une mobilisation des moyens, une mobilisation accrue des moyens du plan Eau-DOM sur ces sujets. Voilà, j'ai fini. Et finalement, la conclusion générale de notre rapport a une tonalité malgré tout plutôt positive sur la méthode et les moyens employés. La méthode telle que je vous l'ai décrite et qui implique tous les acteurs et qui essaie de définir une stratégie commune pour tous les partenaires. Il existe de réelles avancées, mais qui ne cachent pas des résultats inférieurs aux attentes et aux besoins. Notre rapport insiste sur la mise en œuvre effective du principe de conditionnalité des contrats de progrès et montre l'insuffisance du niveau de consommation des crédits d'investissement, montre aussi les efforts de recouvrement des factures à accomplir, ainsi que le maintien du soutien de l'État en ingénierie pour parvenir à la pleine compétence et efficacité des collectivités locales, à même de garantir le service fondamental d'eau et d'assainissement à l'ensemble des habitants. Au total, le rapport formule 7 recommandations allant de ce sens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention et l'équipe de rapporteurs et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Je donne la parole tout de suite à Georges Patient et Stéphane Foissin, rapporteurs spéciaux de la mission Outre-mer. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Coordonnateur, Monsieur le Rapporteur Général, Madame la Présidente et Rapporteur pour avis, Monsieur le Rapporteur pour avis, chers collègues. L'enquête conduite par la Cour des comptes à la demande de la Commission des finances a pour but d'établir un bilan et de proposer des recommandations concernant la gestion de l'eau et de l'assainissement en Outre-mer. Il s'agit en effet d'un sujet majeur pour les populations ultramarines qui subissent au quotidien des difficultés importantes d'accès à l'eau. Alors que dans l'agenda 2030 adapté dès septembre 1995 par l'ONU et surtout la loi du 30/12/2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, il est posé le principe du droit de chacun à accéder à l'eau potable dans les conditions économiquement acceptables par tous pour son alimentation et son hygiène. Ainsi, vous vous rappelez sans doute, Mayotte a subi une grave crise de l'eau en 2023, alors que 30% de la population mahoraise n'avait pas d'accès direct à l'eau potable. Cette situation a été encore empirée par le passage du cyclone Chido. En Guyane, près d'un quart de la population n'a pas accès à l'eau potable en raison des fortes contraintes géographiques du territoire. Avec une densité de 3,4 habitants par kilomètre carré, certaines communes sont très isolées et difficiles d'accès et ne sont pas facilement raccordées au réseau d'eau potable. La Guadeloupe, dont Monsieur le Président Luisi pourra nous parler plus en détail, subit des coupures d'eau sur une base presque quotidienne. À La Réunion ou en Martinique, près de 30% de l'eau transportée dans le réseau de distribution est perdue et ne peut être consommée en raison des fuites. La distribution de l'eau à la Martinique a été mise à rude épreuve pendant les sécheresses de 2019, de 2020 ou encore de 2024. Enfin, à Saint-Martin, il n'existe aucune source d'eau potable sur l'île et l'approvisionnement repose en large partie sur l'usine de dessalement qui avait été très abîmée par le passage de l'ouragan Irma en 2017. Certes, les spécificités géographiques et climatiques qui pèsent sur les territoires ultramarins complexifient la gestion du réseau d'eau, notamment en raison de l'escarpement de certains territoires, de l'insularité ou encore du risque sismique dans les Antilles. Elles impliquent
des besoins d'investissement particulièrement élevés, estimés à 2,4 milliards d'euros pour la période s'étendant de 2016 à 2023. Mais la difficulté qui nous frappe particulièrement, mon collègue Foissin et moi-même, est celle de l'inadaptation du cadre législatif et réglementaire de la gestion de l'eau et de la distribution. Je peux prendre l'exemple de la directive européenne portant sur les eaux résiduaires urbaines, dite directive de rue, qui implique que 50% des installations d'assainissement non collectif utilisées dans les outre-mer ne sont pas conformes à la réglementation, ce en raison des matériaux utilisés. Certains matériaux ne sont en effet pas disponibles localement et pourraient avantageusement être remplacés par des matériaux spécifiques à ces territoires. Un autre exemple très parlant est celui de la directive européenne de 2020 sur l'eau potable, selon laquelle la température de l'eau canalisée doit être maintenue en dessous de 25 degrés Celsius. Une telle contrainte est évidemment beaucoup plus difficile à appliquer dans un territoire tropical que sur les températures tempérées de l'Hexagone. Des initiatives locales ont été prises pour adapter le cadre législatif et réglementaire à appliquer, comme par exemple à Mayotte, où la procédure d'urgence civile a été déclenchée pour permettre la construction d'une usine de dessalement à Dambéni. Il est pourtant possible d'aller plus loin pour éviter les lourdeurs administratives inapplicables. L'adaptation des normes administratives doit être renforcée afin de permettre au territoire de s'adapter aux réalités locales. Je laisse la parole à mon collègue. Par ailleurs, les collectivités territoriales chargées du service de l'eau et de la distribution subissent une autre contrainte, celle de la difficulté de recouvrement des factures liées à l'eau. C'est comme dans l'Hexagone, le principe selon lequel l'eau paye l'eau est appliqué dans les territoires ultramarins. Toutefois, le prix de l'eau est souvent significativement plus élevé que dans l'Hexagone, puisqu'il dépasse par exemple les 5 € le mètre cube d'eau dans les Antilles, au lieu de 4,5 € dans l'Hexagone. Il s'agit donc d'un poids important pour des populations. À Mayotte, les factures d'eau représentent 17% du budget moyen des ménages, on l'a entendu tout à l'heure, même jusqu'à 25%. Pour autant, il existe une forte insatisfaction liée au service de l'eau en Outre-mer, notamment dans les territoires où les coupures sont régulières. Ces facteurs expliquent sans doute en grande partie le taux important de factures non payées. Alors qu'il y a seulement 2% d'impayés dans l'Hexagone, cette proportion est de 9,6% à La Réunion, 11,3% en Martinique ou encore 27,1% à Saint-Martin. Une telle situation n'est pas tenable à terme parce qu'elle constitue un obstacle à la capacité des intercommunalités ou des syndicats mixtes à véritablement exercer leurs compétences de gestion de l'eau et de l'assainissement. Améliorer la qualité du service public de l'eau pour augmenter le consentement des populations et à payer leurs factures est indispensable pour permettre la viabilité financière du modèle de gestion de l'eau. Afin de permettre les investissements nécessaires dans le réseau d'eau et d'assainissement, le plan ODOM signé en 2016 prévoit des investissements à hauteur de 2 milliards d'euros à la fois sous la forme de prêts et de subventions. Un tiers de ces financements proviennent de prêts accordés par l'Agence française de développement, l'Office français de la biodiversité, la Caisse des dépôts et l'État contribuent chacun à hauteur d'un 1/5 des financements. Ce sont 29 contrats de progrès qui ont été signés entre les financeurs et qui ont permis d'engager 890 millions d'euros, dont 410 millions d'euros sous forme de subventions. Les prêts ont représenté 56% des financements. La logique de contractualisation dans le cadre du plan ODOM a permis de réaliser de réelles avancées, notamment en termes de gouvernance locale. La Cour des comptes se félicite ainsi d'une gouvernance plus efficace et plus lisible qu'auparavant. Conclusion que nous rejoignons. Le processus de contractualisation a globalement fait ses preuves dans les collectivités d'outre-mer. En particulier, une conférence régionale des acteurs de l'eau est organisée chaque année entre tous les acteurs du plan ODOM. Des comités réunissant tous les financeurs du plan ODOM, soit l'État, l'OFB, l'AFD, la Caisse des dépôts et les autorités de gestion des fonds européens, en plus de l'Office de l'eau, permettent de coordonner les financements apportés à chaque projet. Nous sommes d'ailleurs favorables à un renforcement du rôle de ces comités de financeurs avec une coordination plus grande entre eux dans le financement partagé de chaque projet. Par ailleurs, nous saluons le fait que le plan ODOM n'ait pas imposé un cadre trop contraint de gouvernance aux acteurs locaux. Nous estimons en effet qu'il est très important de laisser de la souplesse à chaque territoire pour s'organiser de façon adaptée aux contraintes et spécificités locales. Il en est d'ailleurs de même, selon nous, quant à la question de l'organisation de la collectivité compétente pour la gestion de l'eau et de l'assainissement. La présente enquête a en effet permis de montrer que des organisations diverses pouvaient fonctionner de manière efficiente. Ainsi, la gestion par les EPCI à La Réunion ou par commune en Guyane, par exemple, ont montré leur efficacité.
Nous recommandons de conserver un cadre souple quant aux possibilités d'organisation du service de gestion de l'eau et de l'assainissement en Outre-mer. Nous regrettons toutefois, concernant le plan Eau-DOM, que la logique de conditionnalité des financements aux résultats n'a pas pu être appliquée de manière efficiente. Des objectifs de performance sont inclus dans les contrats de progrès et sont propres à chaque collectivité signataire d'un contrat. Toutefois, l'inadaptation des indicateurs choisis ainsi que leur trop grand nombre, on l'a entendu tout à l'heure, n'ont pas permis de véritablement conditionner l'attribution de financement à des résultats, d'autant que ces objectifs étaient parfois éloignés des besoins prégnants en termes de services de l'eau des populations ultramarines. Mon collègue et moi-même sommes favorables à une réduction et un recentrage des objectifs contenus dans les contrats de progrès pour permettre cette conditionnalité des objectifs aux résultats. Je laisse la parole à mon collègue. J'en viens à un sujet récurrent concernant les financements en Outre-mer, celui de la consommation des crédits. Mon collègue et moi-même regrettons en effet que seuls 56% des crédits engagés hors prêt aient été consommés. La consommation des crédits est inférieure à 50% en Martinique ou en Guyane, par exemple. Nous notons toutefois que l'exécution des crédits est désormais en hausse. Alors que le montant des crédits de paiement consommés était inférieur à 20 millions d'euros entre 2016 et 2020, il est de près de 50 millions d'euros en 2023. Cette tendance doit être poursuivie et renforcée. La hausse de l'exécution est due en partie au renforcement de l'ingénierie dans les collectivités, qui constitue l'un des pans importants du plan Eau-DOM. Depuis 2016, près de 5% des crédits disponibles ont été consommés à cette fin. Il est souhaitable de poursuivre dans cette dynamique, notamment en formant davantage de personnel dans les collectivités locales. Par ailleurs, le renforcement de l'ingénierie doit également permettre aux collectivités de mieux suivre et contrôler l'action des entreprises prestataires ou délégataires qui opèrent le service de gestion de l'eau et de la distribution. Elles rencontrent en effet des difficultés en termes d'expertise technique et juridique qui les empêchent parfois d'assurer un véritable suivi des actions de l'entreprise concernée. L'objectif du plan Eau-DOM doit en effet être de permettre aux collectivités chargées de l'organisation du service public de l'eau de pleinement exercer leurs compétences. Nous saluons donc les avancées déjà réalisées grâce au plan Eau-DOM et appelons à les poursuivre. Merci, messieurs les rapporteurs spéciaux. Donc, je me tourne maintenant vers monsieur Mahfoudi, coordonnateur interministériel du plan Eau-DOM. Deux invités, nous allons proposer d'intervenir à environ une dizaine de minutes chacun dans un premier temps, sachant qu'après les questions de nos collègues, vous aurez un deuxième temps pour pouvoir adapter éventuellement des réponses par rapport aux questions de nos collègues. Monsieur le coordonnateur. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président Rénal, Madame la Présidente Démier, Messieurs les rapporteurs spéciaux, Mesdames et Messieurs en qualité, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation et nous permettre d'exposer l'état d'avancement du plan Eau-DOM. Alors, comme vous le savez, le plan Eau-DOM existe depuis 2016 maintenant. Il a été cadré par une circulaire, c'est la circulaire de 2016, et il a été signé par les 3 ministères, plus l'ensemble des opérateurs de l'État, l'OFB, l'AFD et la Banque des Territoires. Alors, nous sommes plus qu'à mi-parcours de l'état d'avancement de ce plan, et effectivement, vous avez tout à fait raison, Madame Démier, le bilan est plutôt mitigé et les attentes sont encore nombreuses sur l'ensemble des territoires. Alors, rapidement, si on fait cartographie des territoires, les 2 territoires qui actuellement cristallisent le plus notre attention sont bien entendu la Guadeloupe, mais je laisserai peut-être Monsieur Louisi exposer davantage la situation du CME et du syndicat de la Guadeloupe qu'il préside et la situation de Mayotte. Mais il existe un point commun à ces territoires. Effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a encore une part importante de la population qui n'a pas accès à l'eau potable pour des problématiques diverses, à la fois la gouvernance, à la fois des investissements qui n'ont pas été réalisés, à la fois également une pression importante également démographique sur ces territoires qui fait en sorte qu'une part de cette population n'a pas accès, également des tours d'eau importants, donc des investissements et d'exploitation qui ne sont pas réalisés dans les normes sur les infrastructures. Il y a également, effectivement, vous l'avez bien dit, des taux d'impayés importants, mais qui sont liés également à la première raison que je viens d'évoquer. Donc, il y a des taux d'impayés et qui fragilisent également le budget des autorités organisatrices.
vous avez également effectivement des difficultés importantes à avoir une dynamique d'engagement des CP. Effectivement, vous avez raison. S'il est très facile pour ces autorités organisatrices de capter les autorisations d'engagement importantes mises à disposition par l'État et ses partenaires, la transformation en crédit de paiement est difficile pour une raison essentielle et fondamentale, c'est la capacité d'ingénierie technique et financière défaillante dans nombreuses de ces collectivités. Et il y a également un facteur important de dégradation du service qu'on retrouve de plus en plus dans les territoires d'outre-mer et que je voudrais mettre en évidence, c'est le facteur du changement climatique. Récemment, vous l'avez vu avec la crise Chido et la crise d'Ikeledi qui a frappé Mayotte, qui a mis en grande difficulté le service public d'eau et d'assainissement, le syndicat, à La Réunion. Mais il faut savoir que juste avant la crise du cyclone Garance, on avait une crise sécheresse assez importante sur toute la façade est du territoire de La Réunion, avec des tours d'eau dans les communes de l'est de La Réunion, et avec l'installation d'un osmoseur mobile sur le territoire de La Réunion, alors que c'est un des territoires les plus pluviométriques au niveau national. Vous avez également, dans un des territoires qui est ce qu'on appelle une véritable éponge, qui est gorgée d'eau, des épisodes de sécheresse, c'est le territoire de la Guyane, où nous avons eu une année 2024 avec des épisodes de sécheresse, notamment sur les hauts, le Haut-Maroni et le Haut-Yapoc, pour plusieurs raisons. Du fait qu'on a des forages qui sont sur le milieu alluvionnaire et qui sont tributaires des baisses de précipitations, donc de baisse de niveau des rivières importantes. Donc on se retrouve avec des difficultés importantes également sur ce territoire. Donc voilà, gouvernance, ingénierie, vous l'avez très bien dit, également difficultés climatiques qui sont des facteurs extrêmement importants concernant la dégradation des services. Le plan ODOM, comme vous le savez, a fait l'objet d'une nouvelle circulaire cet été, le 9 août 2024, qui avait pour objectif de répondre notamment à, si vous voulez, un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas dans la première circulaire de 2016. La circulaire de 2016 était beaucoup plus une circulaire de lancement du plan ODOM, qui posait les fondations et les bases du plan ODOM, avec toute la structuration et la comitologie. Et il a fallu du temps pour que cette comitologie se mette en place. Pour vous donner un ordre d'idée, les premiers contrats de progrès ont été signés autour de 2018, et c'est Marie-Galante. Le dernier contrat de progrès a été signé en 2022. Donc, entre le lancement du plan ODOM en 2016 et les premiers contrats de progrès, la mise en route de la machine a été assez longue. Donc, ça, c'est un élément important qui permet aussi de comprendre peut-être l'inertie de la dynamique. Donc là, je reviens sur la circulaire de 2017. Elle a pour plusieurs objectifs. Tout d'abord, bien entendu, de renforcer la capacité et la gouvernance des autorités organisatrices, de renforcer les capacités d'ingénierie des collectivités, de renforcer les capacités d'investissement. Et là, il y a eu un élément important, notamment grâce au plan eau national, qui a été de renforcer, d'ailleurs c'est la mesure 30, qui a été de renforcer les capacités d'investissement portées par l'OFB, qui ont été portées à 15 millions en 2024 et qui vont être portées à 35 millions par an pendant 3 ans au titre de la solidarité interbassin. Et c'est une, j'allais dire, une avancée importante en termes de capacité d'investissement pour les collectivités. Cette circulaire, elle a eu pour objectif également d'intégrer davantage les enjeux liés à la planification écologique qui étaient peu pris en compte dans la première circulaire du plan ODOM, notamment ce que vous avez évoqué à plusieurs reprises, de mobiliser ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, de mobiliser ce qu'on appelle la réhute, d'utiliser l'expérimentation pour notamment travailler davantage sur la sobriété et d'inscrire complètement les contrats de progrès dans cette démarche également de planification écologique. Un volet important également qui a intégré la nouvelle circulaire, c'est l'obligation d'avoir dans les contrats de progrès de deuxième génération ce qu'on appelle une politique sociale de l'eau, ce qu'on n'avait pas dans la première génération des contrats de progrès. Donc, obligation faite pour les contrats de progrès de deuxième génération d'intégrer une politique sociale de l'eau qui intègre une politique tarifaire, une tarification sociale et solidaire pour permettre aux usagers les plus fragiles de s'acquitter de la redevance.
Et cette circulaire, elle a intégré également un volet qualité sanitaire de l'eau beaucoup plus fort, ce qu'on n'avait pas également dans la première circulaire, en intégrant notamment la transposition dans le droit français de la directive eau potable, un élément important, donc le suivi à travers l'outil PEDOM de l'accès à l'eau pour les populations dites vulnérables. Et elle a intégré également l'obligation d'avoir un PGCSE, qui est extrêmement important, et d'avoir également des plans hors sec pour sécuriser la ressource. Dernier élément pour la circulaire, deux derniers éléments importants de 2017, c'est le renforcement de la conditionnalité d'accès au financement. Le plan ODOM offre 4 offres de services, donc investissement, ingénierie, études et expertise et formation. L'accès à ces 4 offres de services sont conditionnés notamment dans la nouvelle circulaire. Il faut avoir un contrat de progrès à jour, il faut avoir des indicateurs 6PA rentrés et mis à jour, ce qui n'était pas le cas dans la première génération de contrat de progrès, et il faut avoir un schéma directeur élaboré ou en cours d'élaboration qui permet de guider les investissements, ce qu'on n'avait pas forcément mis en évidence dans la première génération des contrats de progrès. Donc, pour finir mon intervention, parce que je voudrais pas être assez long et que je puisse répondre à vos questions, l'état actuel sur chacun des territoires, en fait, elle est très variable et elle est très diverse en fonction des territoires. Mayotte, on a les crises qui ont eu lieu récemment sur le territoire et qui ont mis en difficulté les services publics d'eau et d'assainissement et l'accès à leurs ressources. Mais ce qu'on a pu constater, c'est que les investissements réalisés à travers un renforcement du plan ODOM avec le plan Eau Mayotte pour l'année 2024 ont porté les fruits. Et finalement, le territoire a pu se remettre très vite, après ces 2 crises successives, sur un niveau de production de la ressource équivalente à la période qui était celle d'avant la crise, autour de 40 000 mètres cubes jour de production d'eau potable. Et là, c'est une avancée majeure pour le territoire de Mayotte, même s'il reste encore beaucoup à faire, notamment sur la sécurisation de la ressource avec une future usine de dessalement et avec le renforcement de la lutte contre les déperditions d'eau et la campagne de forage. Donc pour Mayotte, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'un renforcement du plan ODOM par un plan coup de poing sur l'année 2024 a porté ses fruits. Pour la Réunion, c'est plutôt un territoire qui se rapproche, alors je sais qu'à la Réunion, ils n'aiment pas forcément qu'on dise ça, mais qui se rapproche beaucoup des standards hexagonaux. Et on l'a vu avec la crise Garance. On a été, enfin, moi personnellement, j'ai été assez stupéfait par la faculté et la capacité du territoire à absorber la crise et à se remettre très rapidement, j'allais dire, dans les normes qui prévalaient avant la crise. On a eu quelques dégâts, notamment sur Saint-Benoît, avec une station d'épuration assez importante, mais globalement, mis à part le besoin du groupe électrogène pour relancer les machines lorsque le circuit électrique est en rupture, finalement, c'est un territoire qui est en grande capacité d'absorber les crises et de pouvoir se remettre en selle. Et ça, c'est assez intéressant et peut-être source, j'allais dire, d'enseignement pour les autres territoires. La Guadeloupe, moi je dis souvent, en toute franchise, qu'il y a un non-sens sur ces territoires, qu'il n'y ait pas une capacité de production d'eau et de distribution pour toutes les populations, avec des tours d'eau assez importants. Mais il y a un appui fort de l'État, notamment sur la structuration du syndicat. On a l'avantage aujourd'hui d'avoir une PPI, donc on a une trajectoire d'investissement. Mais je crois que l'enjeu majeur, et je laisserai tout à l'heure le président en parler, c'est vraiment la façon dont on peut mettre à l'équilibre financier et dans une dynamique de fonctionnement dite normale, ce syndicat qui, à mon sens, a vraiment tous les atouts pour fonctionner normalement, mais qui nécessite une bonne gestion, une bonne amélioration à la fois de la direction exécutive, mais également de la gestion budgétaire, la gestion financière et des investissements réalisés portés par le syndicat. Dans la Guadeloupe, il y a également Marie-Galante, qui est également un bon élève. Marie-Galante fait preuve vraiment d'une capacité à s'approprier le plan ODOM, mais qui tient à plusieurs facteurs, qui tient à une gouvernance qui est de très bonne qualité, qui tient à une direction exécutive qui est aussi de bonne qualité et qui a une trajectoire d'investissement très rigoureuse avec une bonne gestion financière et une bonne gestion technique.
La Martinique, jusqu'à aujourd'hui, on avait plutôt 2 EPCI qui avaient réussi à bien s'approprier le plan ODOM. C'était plutôt la CAESM, donc Espace Sud, et Cap Nord, qui sont les 2 EPCI nord et sud du territoire. On a de grosses difficultés en ce moment sur la CACEM, qui est vraiment l'EPCI autour de Fort-de-France, avec des difficultés financières importante, une difficulté à avoir l'équilibre budgétaire et qui nous inquiète au plus grand plan. La Guyane, l'enjeu majeur de la Guyane, ça va être le transfert de compétences. Vous savez que sur ce territoire, on a encore les communes qui sont compétentes. On a 18 contrats de progrès qui ont été signés, donc 16 communes qui sont encore compétentes. Pour certaines qui n'ont absolument aucun budget annexe, qui n'ont absolument pas de services techniques, et qui ont des difficultés à gérer la compétence eau et assainissement sur le territoire. Et ça s'est vu notamment sur les crises sécheresses qui ont touché le Haut-Maroni ou le Haut-Yapok. Et là, l'enjeu, ça va être de transférer ces compétences, dans le cadre de la loi NOTRe, même si le projet de loi en cours permet un assouplissement, ça va être de structurer les EPCI qui vont récupérer la compétence. Oui, et je finis, c'est juste Saint-Martin, l'enjeu majeur, mais vous l'avez dit, c'est vraiment d'accompagner l'extension de l'usine de dessalement en cours, parce qu'il y a une grande fragilité sur ce territoire pour la production de la ressource. Et comme vous le savez, nous avons intégré Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre du plan ODOM sur ce territoire, où la compétence est partitionnée entre la collectivité territoriale et entre les 2 communes, où on a absolument un arrêt sur l'investissement en termes d'assainissement qu'il faut absolument relancer. D'où l'intérêt de les intégrer dans le cadre du plan ODOM. Monsieur le Président, juste en guise de conclusion, mais ça fera peut-être aussi ouverture sur les échanges, je l'ai dit, notamment à la Cour des comptes qui a réalisé ce rapport, nous, on est en phase avec toutes les recommandations, bien entendu. Toutes les recommandations qui ont été formulées, on les intégrera dans le plan ODOM, et on avait déjà en gestation, en réflexion, un certain nombre de ces réflexions, de ces recommandations. Merci, monsieur le coordonnateur. Dans la fin de votre exposé, on retrouve des éléments que l'on a chaque fois que l'on parle des DOM de manière générale, c'est-à-dire qu'on a une appellation générale, on a là un coordonnateur pour les DOM, et en même temps, les DOM, ça recouvre des territoires extrêmement différents, et avec des problématiques extrêmement différentes, et avec des réponses un peu de même nature. Par contre, les réponses à apporter sans doute, en tout cas l'objectif, mais partant de situations très différentes sur le terrain. C'est ce que vous avez indiqué. Donc il nous paraissait, merci beaucoup, il nous paraissait important d'avoir un des représentants de ces territoires parmi nous, qui est alors la difficile tâche à la fois de nous parler de sa problématique locale, etc., mais si possible de l'élargir un petit peu par rapport aux recommandations qui ont été faites par la Cour. Je vous indique, je vous remercie encore d'être venu jusqu'à nous, Monsieur Louisy, à l'occasion de cette audition, et je rappelle que je crois que vous êtes en fonction dans ce syndicat depuis la fin de l'année 2024, ce qui vous donne, j'allais dire, l'avantage à la fois de pouvoir porter un jugement sur l'existant, et puis de rappeler un petit peu les orientations en lien avec le coordonnateur sur les solutions à apporter selon vous. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de vous saluer, de vous remercier de l'invitation qui m'a été faite. Saluer Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente au niveau de la Cour des comptes, Monsieur le coordinateur, et Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de votre écoute, et je sais également que vous êtes diffusés sur l'ensemble des réseaux, et ça me permettra aussi de saluer mes compatriotes de la Guadeloupe et d'outre-mer par le biais de votre média. Alors, la situation, comme vous l'avez exposé, ça a été mis en avant par la Cour des comptes, est assez particulière, voire singulière sur d'autres aspects, mais elle témoigne de difficultés qui ne sont pas naissantes, qui ne datent pas de 2020 ou 2025 ou 2024, qui sont bien antérieures, à une époque où la gestion de l'eau sur le territoire de la Guadeloupe était confiée à des multinationales en lien avec les communes qui étaient compétentes et qui malheureusement n'ont pas suivi ce qu'on appelle le renouvellement des réseaux.
notamment en termes d'investissement. Et donc le problème de l'investissement se pose toujours. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de demander un effort conséquent, voire considérable, quasiment un plan Marshall, pour rattraper des années de déficit en termes d'investissement, de renouvellement des canalisations, de modernisation, de rénovation des unités de production, notamment les usines, de la mise en place de réservoirs qu'on n'a pas découvert sur le territoire. Donc voilà, un vrai déficit qui aujourd'hui vient perturber un plan qui aurait pu être beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace, d'autant que sur bon nombre d'investissements, il y a eu des évolutions de technologie, il y a eu des choix aussi technologiques, notamment sur l'assainissement, qui ne se sont pas avérés efficaces et efficients pour un territoire comme celui de la Guadeloupe ou d'autres territoires d'outre-mer. Et donc on est face à toutes ces difficultés, là où on a eu des compétences de sociétés qui ont su montrer le savoir-faire français et européen sur le plan international, et ont posé des difficultés visiblement sur des territoires français comme les territoires d'outre-mer. Donc, ça c'est le premier aspect que je souhaitais mettre en avant pour vous expliquer un peu, bien évidemment, toute la démarche et toute la construction qu'on aura à faire pour sortir ces territoires d'outre-mer qui sont des territoires abondants en eau. La Guadeloupe, on dit c'est Kawikera, l'île aux belles eaux. Donc ça veut dire qu'on a une abondance en eau, mais on ne sait pas l'exploiter et l'emmener jusqu'au robinet de nos populations. Et donc, depuis ma prise de fonction, on a eu à travailler sur ce qui n'était peut-être pas trop prévu dans le plan ODOM, qui s'intéressait beaucoup à l'aspect investissement, sur le fonctionnement. Donc, au départ, lorsque ce syndicat a été créé à travers la loi que vous avez eu à voter, la loi d'avril 2021, il a été déficitaire dès le départ. Donc, on a affaire à un syndicat mixte de gestion de l'eau, qui est un EPIC, un établissement public industriel et commercial, qui est déficitaire parce qu'on est loin du principe l'eau paye l'eau. À bien des égards, l'eau paye l'eau à partir du moment où les produits qui sont issus, les recettes qui sont issues de l'exploitation couvrent les charges. Mais aujourd'hui, les recettes qui sont issues de l'exploitation ne sont pas en capacité ni en mesure de couvrir les charges. C'est un principe juste d'équilibre, d'équité ou d'équilibre comptable. Et donc, dès le départ, ce syndicat a été déficitaire. Pourquoi? Parce que ça a été le fruit, à travers la loi, du regroupement de plusieurs opérateurs qui étaient soit sous des EPCI, soit sur un syndicat mixte qu'on appelait le SIAG, et soit sur des régies communales. Et donc, on a regroupé dans un délai qui défiait tout entendement plusieurs opérateurs et forcément plusieurs compétences, plusieurs organisations administratives, plusieurs manières de faire sur un territoire qui, quand bien même il ne fait que 1600 km², il n'empêche qu'on avait 6 opérateurs sur l'ensemble du territoire. Et donc regrouper tout le monde d'un seul coup, c'est quand même quelque chose de difficile. Je suppose que lorsque vous faites un congrès, c'est pas tout évident de regrouper le Sénat et l'Assemblée nationale. Il faut mettre en place toute une préparation. Et c'est cette préparation qu'on est en train de payer aujourd'hui à travers ce syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe. La pertinence du rapport de la Cour des comptes montre une vraie réalité. Et je voudrais d'abord féliciter pour la qualité de votre rapport et du travail qui a été établi, le travail de terrain qui a été accompli. Et je remercie aussi le Sénat d'avoir sollicité cette mise au point. Après 8 ans d'application du plan ODOM, il fallait faire un bilan de cette politique publique. Après tout, donc on retrouve beaucoup d'éléments et tout ce que vous avez souligné, c'est exactement ce que nous vivons. Nous le vivons à plusieurs points, à plusieurs niveaux. Au niveau de la gouvernance, je ne suis pas sûr que le statut de président du syndicat avec le rôle d'ordonnateur dans un EPIC soit tout à fait adapté, alors même que lorsque nous sommes ordonnateurs, nous sommes dans le cadre de collectivités publiques. Et là, il y a une vraie séparation entre l'ordonnateur et le comptable, qui est un comptable public. Là, nous avons une agence comptable. Donc ça, c'est le premier élément, la première faiblesse que je trouve dans ce système. Le deuxième élément, c'est, et vous l'avez mis en avant, c'est tout le personnel qui a été transféré
et qui pour une grande partie dépendait notamment de l'Institut national de Veolia à travers la Générale des Eaux, n'a pas eu de plan de formation adapté. Ça a été mis en avant également. Troisième élément, c'est cette EPIC se retrouve face à une multitude de systèmes comptables. Et je pense que vous avez eu connaissance de ce fameux rapport d'expertise qui mentionnait qu'il y avait 48 millions d'euros qu'il fallait justifier, qu'on ne comprenait pas par rapport à des problèmes d'écriture comptable. Donc on est face à une espèce de défaillance du système administratif qui nous pose des problèmes. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que vous allez le voir sur l'exécution du plan pluriannuel d'investissement. Parce qu'il y a un élément administratif à travers l'exécution de ce plan pluriannuel d'investissement. Si le système comptable et financier est défaillant, il est bien évident que les dossiers ne seront pas présentés dans les temps, les rapports d'exécution ne seront pas présentés, nous ne pourrons pas percevoir les subventions qu'elles viennent de l'État, pour une grande partie, de l'Europe également, ou d'autres établissements d'État comme l'Office français de la biodiversité. Donc on se retrouve avec un syndicat qui est déficitaire structurellement et qui n'est pas en capacité de dégager de l'autofinancement pour lui permettre de participer à son plan d'investissement. On a élaboré un plan d'investissement pour répondre aux considérants du plan ODOM sous le moyen terme, mais il fallait rentrer aussi dans une démarche de plan pluriannuel d'investissement accéléré, compte tenu du fait, et vous l'avez bien mentionné, que sur le territoire, il y a encore à peu près un tiers du territoire, un tiers de la population qui subit les tours d'eau. Et ces investissements, dans le cadre d'une PPI, d'une programmation pluriannuelle d'investissement accéléré, vont nous permettre de sortir des tours d'eau. Il était prévu que nous sortions sur cette partie du territoire des tours d'eau à l'horizon de fin 2025, mais le retard pris dans l'exécution de ce plan pluriannuel d'investissement nous ramène à des perspectives plutôt vers fin 2026, voire 2027. Et donc, vous aurez forcément une insatisfaction de la population avec une montée en puissance au niveau de l'opinion publique, ce qui est très préjudiciable à une mise en confiance vis-à-vis du syndicat pour arriver à ce problème de recouvrement des créances, où nous sommes à une moyenne qui tourne autour de 60%, là où sur les territoires de l'Hexagone, vous avez 95-98% de taux de recouvrement. Donc on est quand même à 20 à 30 points de moins que ce qu'on trouve sur le territoire national. Et lorsque vous avez un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros, vous voyez quand même que 30 points à 40 points sur le chiffre d'affaires, c'est quand même quelque chose de considérable. Et cela pose des problèmes financiers, des problèmes de trésorerie aux syndicats. Et donc, ce plan pluriannuel d'investissement accéléré avoisine les 213 millions d'euros, avec une forte participation de l'État, je tiens à saluer, avec une forte participation aussi de l'Europe, de l'OFB, qui nous permet l'Office français de la biodiversité, qui nous permet, grâce à cet artifice, bon, alors, je ne sais pas comment la Chambre régionale, la Cour des comptes va se prononcer là-dessus, mais c'est une mesure qui est un peu dérogatoire, qui nous permet d'avoir du 100% de financement sur nos investissements, parce que le syndicat n'est pas en capacité d'apporter sa contribution. Et donc, sur ce plan pluriannuel d'investissement accéléré, là, on est encore à accélérer les procédures, parce que sur un plan administratif, et c'est là aussi peut-être que vous aurez des facilités à nous donner, à simplifier dans le cadre de ces dispositifs, simplifier l'instruction des dossiers. C'est très long. Lorsque vous prenez 6 mois à 8 mois pour instruire un dossier, donc c'est 6 mois à 8 mois qu'il n'y a pas de travaux réalisés sur le territoire. Et in fine, monsieur le sénateur Patient l'a dit tout à l'heure, on se retrouve avec des crédits qui ne sont pas consommés parce qu'on a pris beaucoup de temps dans l'organisation administrative pour instruire les dossiers. Et donc, sous ce plan pluriannuel d'investissement, je le disais tout à l'heure, il y a une participation de 20 millions de la région, 20 millions du département, et le reste, c'est l'État et l'Europe, ainsi que l'Office de l'eau de Guadeloupe à hauteur de 10 millions, et 20 millions à peu près, 19 millions, et le reste, c'est pour l'État et l'Europe. Et donc, on espère pouvoir réaliser cela sur les 2 ans qui viennent, remplacement des réseaux. Et dans ce plan pluriannuel d'investissement, ce que je signale, c'est qu'il n'y a qu'à peu près 34 millions qui seront consacrés à l'assainissement, alors qu'on est sur une crise sanitaire profonde
et qu'on aurait voulu aussi faire un effort considérable sur l'assainissement, notamment par rapport aux menaces qui nous pèsent sur la position de la Commission européenne, qui a des exigences très, très strictes en la matière. Mais il n'empêche qu'il existe, il est presque totalement financé, et nous avions beaucoup espéré sur l'amendement que vous aviez présenté au niveau du Sénat pour demander 40 millions d'euros pour le syndicat mixte de l'eau, qui n'a pas été retenu, je crois, par le gouvernement. Et je voudrais vraiment vous solliciter pour vous faire un appel à l'aide, pour voir si ces 40 millions pourraient être représentés par votre biais, par votre autorité, puisque je sais que vous êtes au niveau du Sénat le plus proche des collectivités territoriales, et le syndicat mixte de gestion fait partie des collectivités territoriales. Donc on a vraiment besoin de cette aide pour pouvoir passer le cap de l'année 2025. L'État nous propose, et a déjà mis beaucoup sur le fonctionnement, mais aussi sur l'investissement, grâce au contrat d'accompagnement renforcé, qui pour l'instant ne nous permet pas de produire un contrat de progrès, puisque l'État nous accompagne sur le fonctionnement. Mais ce qui est donné pour aujourd'hui est insuffisant, et c'est pourquoi nous avons mis en place un grand plan d'économie. Ça a été mentionné aussi dans le rapport de la Cour des comptes, et un plan de recettes. Il faut faire entrer plus d'argent, notamment sous les encaissements, mais faire des économies. Alors, je prends un exemple. Sur un budget de 90 millions d'euros, la masse salariale représente à peu près 39 millions. Donc, ce qui est considérable pour une telle structure, ainsi que les autres charges. Donc, nous avons, dans le cadre d'un comité de suivi local, qui est supervisé par le comité national de suivi avec la DGOM et les différents ministères, mis en place un plan d'économie. Et pour le mettre en application, il faut un peu d'avance de trésorerie. Et cette trésorerie que nous demandons n'est pas forcément par le biais d'une subvention de fonctionnement, parce que je sais que ça présente quelquefois des difficultés d'un point de vue juridique, mais nous avons besoin d'une trésorerie comme une entreprise a besoin d'un découvert bancaire pour pouvoir travailler, ce qui n'a rien à voir avec le préfinancement qui peut être obtenu dans le cadre de l'Agence française de développement, ni avec les prêts que nous sollicitons. Donc on a vraiment besoin de cette trésorerie pour nous permettre de passer le cap de l'année 2025 et faire en sorte que la restructuration que nous menons en interne puisse aboutir à la fois sur l'ensemble des services, notamment sur la commande publique, notamment sur les ressources humaines, notamment sur les directions territoriales. À telle enseigne, le syndicat a un article 7 des statuts qui demande la création de régies. Pour l'instant, il n'y a pas de régie qui ont été constituées. Ça faciliterait aussi le travail pour entrer dans une démarche de performance. Pour l'instant, nous n'avons pas atteint le cap d'une structure qui fonctionne par performance, et ça crée d'énormes problèmes. Donc voilà, Monsieur le Président, les points que je souhaitais vous présenter au niveau de notre action, et vous dire que le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe pourrait être un excellent exemple de gouvernance partagée au niveau du dossier de l'eau entre l'État, les collectivités locales, les prestataires, les entreprises, le monde économique également, et les usagers, qui devront avoir toute leur place. Et je crois que cela aussi a été mentionné à la fois selon votre demande, mais aussi par la Cour des comptes. Donc ce serait vraiment un très bel outil. Ce serait dommage que cet outil puisse disparaître, alors que ça pourrait être valeur d'exemple. Bien, merci, Monsieur le Président, de nous avoir fait état donc d'une situation particulière pour la Guadeloupe, certes, et également un peu une expérience évidemment de terrain, et puis également et surtout, si je puis dire, puisque le passé, malheureusement, nous le connaissons depuis des années, en tout cas ici au Sénat, et notamment par la voix de Victorin Lurel, on connaît bien la situation de l'eau en Guadeloupe, mais plutôt de tracer des perspectives un peu plus positives pour sortir effectivement de cette crise qui est latente depuis quelques années. Je vais demander à notre rapporteur général son avis sur cette situation et sur vos propos, et puis
puis je vais ouvrir ensuite vers l'ensemble de nos collègues qui ont demandé à s'exprimer. Je vous indique simplement pour les uns et pour les autres que nous ferons un deuxième tour de prise de parole en réponse. On vous demandera de répondre aux questions qui vous paraissent relever de votre compétence, bien entendu, et nous le ferons dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que nous commencerons par Monsieur Louisy, Monsieur le coordonnateur, et nous finirons par la Cour et les rapporteurs spéciaux. Monsieur le rapporteur général. Oui, merci, merci Président. Je veux moi aussi remercier le rapport et la présidente et ses équipes de la Cour. Évidemment, remercier le coordinateur interministériel, le président. Et en vous écoutant, je me replonge dans les exercices budgétaires, notamment les débats du PLF, qui sont toujours assez sportifs. Mais je dois dire que j'entends que beaucoup de choses se sont améliorées, mais la situation que vous avez décrite au début, notamment Madame la Présidente, sur ce que j'appelle la carence de la distribution de l'eau, doit nous interpeller au premier chef. Et je dirais, il faut certainement continuer le travail, voire l'accélérer, parce que c'est pas très, je dirais humainement, c'est pas très convenable pour rester poli. Moi, puisque l'heure tourne, je veux peut-être juste poser trois types de questions sur, je dirais, les fonctionnalités. D'abord, ça a été évoqué la question notamment par Stéphane Foissin, ce qui me permet de remercier également les rapporteurs spéciaux. Le sujet, puisque quand même on est en commission des finances, d'un taux assez élevé de factures d'eau non payées par les consommateurs. J'ai entendu, si je fais simple, de 10 à 30%, j'ai noté de 11 à 27, mais on va arrondir. Ce qui est quand même assez important, parce qu'en plus, évidemment, ça prive de ressources, mais également les organismes, les collectivités qui ont la compétence de gestion se trouvent, comment dirais-je, handicapés. Donc, de votre point de vue, quelles actions pourraient être mises en œuvre pour remédier à cette situation et surtout remédier rapidement, si possible, sans qu'il coûte, enfin, je veux pas dire qu'il faudrait pas que ça coûte plus cher d'améliorer la perception, le montant perçu que les coûts de fonctionnement. Voilà. Quelles sont les pistes qui sont envisagées? Je relis d'ailleurs peut-être avec parce que c'est peut-être le même type de réponse, les crédits du plan ODOM dont il a été souligné qu'ils étaient encore peut-être trop faiblement consommés, même si dans des temps récents ça s'est sensiblement amélioré, je l'ai entendu. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les raisons de cette sous-consommation? J'ai entendu également, je crois que c'est vous, monsieur le coordonnateur interministériel, qui avez dit il y a des soucis en termes d'ingénierie, mais c'est souvent ce type de réponse qu'on entend. Donc, est-ce que c'est exclusivement ou non? Et donc, qu'est-ce qui pourrait être fait? Et puis, enfin, a été abordé aussi par la Cour le rapport de force, je dirais, qui est défavorable souvent aux collectivités par rapport aux entreprises délégataires ou prestataires, s'agissant de la gestion de l'eau et de l'assainissement. Comment est-il possible d'inverser ce rapport de force? Finalement, peut-être on va dire que les collectivités sont un peu soumises dans ce rapport de force. Et est-ce que l'État et de quelle manière pourrait apporter une aide, un soutien technique notamment, pour permettre de traiter, d'avoir des rapports plus équilibrés entre les collectivités et leurs délégataires. Merci, monsieur le rapporteur général. Michel Canevet, puis Marc Lamini. Merci, monsieur le président. Je voudrais saluer le travail
de la Cour qui nous apporte toujours une expertise extrêmement intéressante et qui montre bien combien ce qui reste à faire pour ceux qui sont des services considérés comme de base, la distribution de l'eau potable et le traitement des eaux usées, demeure un vrai challenge dans les Outre-mer. Depuis notre collègue Victorin Lurel, depuis 2012, et les fonctions qu'il a assumées, plus une douzaine de ministres se sont succédés. Peut-être que ce nombre de ministres fait qu'il n'y a pas suffisamment de continuité dans l'action qui doit être menée au profit des Outre-mer pour permettre effectivement que les services puissent y être concrétisés. Mais je crois que cela est caractérisé, comme dans beaucoup d'autres domaines, par des lourdeurs administratives qu'il conviendrait de lever. Est-ce que vous avez des exemples de lourdeurs administratives que l'on pourrait lever au plan législatif pour permettre justement d'aller un peu plus vite en la matière? Et puis, dernier point, nous avons quand même en France les principaux opérateurs de l'eau, hein, je pense à Veolia, Suez ou SOR. Est-ce que ces experts sont impliqués dans les services de l'eau et de l'assainissement en Outre-mer, permettant peut-être d'accélérer la mise en œuvre des projets de rénovation et de desserte? Merci Michel. Marc Laménie, puis Jean-François Rapin. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, merci du travail collectif partagé avec la Cour des comptes. Alors ce rapport fait suite un peu aussi, ça va, puisque la semaine dernière, il y avait deux propositions de loi qui ont été examinées par le Sénat liées à l'outre-mer, nos collègues, et l'auteur, notamment un des auteurs de la proposition de loi liée au pouvoir d'achat, Victorin Lurel, qui connaît beaucoup mieux le sujet que moi, mais et ça avait permis déjà de mettre en évidence, je dirais, les différences importantes entre métropole et outre-mer, de par les contraintes géographiques notamment. Alors moi j'aurais deux, trois questions. Bon, ça a été un petit peu évoqué aussi, enfin notamment dans les recommandations, la non-consommation des subventions. Ça a été 880 millions ou 900 millions d'euros d'investissement sur les travaux, et les travaux à coup sûr sont considérables, et je crois que cette notion de solidarité elle est essentielle. Et quand on voit aussi le nombre de personnes qui ne sont pas raccordées, le problème des fuites aussi, même si nous en métropole on en parle déjà, on le vit y compris dans les petites communes, le problème des fuites, mais là ce qui est énorme. Et puis le nombre de personnes, de milliers de personnes qui sont pas raccordées, vous avez cité la Guyane, Mayotte notamment. Alors et puis également, bon, certes, il y a des subventions, des prêts, des aides, c'est sûr, mais de l'autre côté, le problème de cette non-consommation de subventions. Et puis également, concernant les impayés, les factures, il y a quand même une différence importante par rapport à la métropole. Et quels sont par rapport au prix de l'eau, parce que bon, on a bien des tarifs dans nos villages, dans nos bourgs, dans nos villes, du prix de l'eau actuellement. Puis l'eau et l'assainissement, parce que et donc je dirais, est-ce que vous pouvez nous citer en outre-mer justement les différences de prix de l'eau par rapport à la métropole? Voilà, je vous remercie. Merci Marc. Jean-François Rapin, puis Arnaud Bazin. Monsieur le Président, messieurs, merci, et madame, merci de cette présentation. Je n'attends pas forcément une réponse à une question, mais simplement plutôt faire un propos plus généraliste, notamment sur l'intervention de l'Union européenne sur ces éléments-là. Et je parle sous le contrôle de Georges Patient, puisque nous avons tous les deux rapporté la proposition de résolution européenne de la délégation aux Outre-mer, justement sur l'utilisation des crédits européens dans les zones ultramarines. Et j'en conclus ceci, finalement assez en parallèle à ce que vous dites, c'est que des crédits de l'Union européenne, il y en a. Alors,
jamais suffisamment, mais qu'on a un problème dans leur utilisation, et pas forcément pour l'outre-mer en général, mais sur certaines zones d'outre-mer. Et là, on a mis en évidence avec Georges la problématique que vous avez largement évaluée les uns et les autres, qui est celle de l'ingénierie nécessaire pour porter les dossiers auprès de l'Union. On a des échanges réguliers avec la représentation permanente à Bruxelles sur le sujet et avec un conseiller très affûté sur ces questions de crédit. Mais je pense que l'outre-mer et la France et finalement l'Europe, parce que ce sont des territoires européens et plus que jamais, nous avons besoin du soutien de l'Union européenne sur ces questions d'investissement en outre-mer, parce que l'Union européenne doit intégrer l'outre-mer dans sa vision stratégique des choses. Moi, je défends ça à corps et à cri, partout où je passe, notamment les réunions interparlementaires, mais ça n'est pas forcément intégré dans l'état d'esprit de tous nos collègues des autres pays qui n'ont pas forcément ce prisme ultramarin. Donc voilà, c'était plutôt une remarque d'ordre général en se disant qu'on peut tous être les porte-parole dans le cadre des plans d'autonomie stratégique et d'importance stratégique pour l'Union européenne, du soutien financier et des soutiens stratégiques tels que la gestion de l'eau au sein des territoires d'outre-mer. Voilà, donc plus une remarque d'ordre général. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Affaires européennes. Arnaud Bazin. Merci, Monsieur le Président, et merci à tous les intervenants pour la qualité et la clarté des propos qui ont été tenus, que j'ai beaucoup apprécié. Deux questions, une en fonctionnement, une en investissement. En matière de construction de réseaux, d'assainissement, etc., il est absolument essentiel que l'ingénierie soit musclée auprès des collectivités qui sont dépourvues souvent des moyens en la matière. Donc je voulais m'assurer que les moyens consacrés au soutien au fonctionnement allaient bien en ce sens et que c'est essentiellement donc à ces moyens d'ingénierie et de maîtrise d'ouvrage que vont ces aides de fonctionnement. En investissement, Madame la Présidente a évoqué 4 prêteurs principaux. Je voulais savoir dans quelle proportion ça se répartissait d'ailleurs entre ces prêteurs. Mais je crois savoir que la Banque des Territoires, donc la Caisse des dépôts, est la seule à proposer des prêts à 50 ans, voire au-delà, qui sont particulièrement adaptés pour financer des réseaux. Donc, comment est-ce que cette architecture de prêt est envisagée sur la durée entre les différents prêteurs pour que tout ça soit efficace au service des collectivités? Merci Arnaud. Pas de demande. Ah, Monsieur Lurel, vous avez demandé, mais vous n'êtes pas noté, Monsieur Lurel. Je m'étonnais aussi. Pour tout dire, Victorin, je m'étonnais. Mais donc vous avez droit à 2 minutes, Monsieur Lurel. Comme charité bien ordonnée, comment ça va se faire? Oui. Toujours une plus-value, Président. Sûrement. Je répète pas ce qui a été dit avant moi. Bon. Non, j'aimerais remercier la Commission des finances et ses 2 rapporteurs spéciaux et Madame la Présidente de Chambre, Monsieur le coordonnateur et mon voisin Ferdi Louisi. J'avoue que votre rapport m'a beaucoup intéressé et m'a fait changer d'opinion sur la gouvernance. C'est un bon rapport. Je suis en général critique, mais c'est un bon rapport réaliste et pragmatique, même si c'est à la gloire du plan haut, mais c'est vrai, ça m'a fait changer un peu d'opinion. J'étais plus critique. J'aimerais ici publiquement devant vous féliciter Ferdi Louisi, parce que l'eau est un tombeau d'élus et il a accepté de prendre cette affaire-là. Et il est expert comptable de formation et de métier. Et j'avoue que j'ai entendu ses déclarations. Je lui ai adressé des félicitations sur son sens des responsabilités et son courage. Avoir 500 personnes à gérer avec près de 40% du budget, avec un statut privé, un statut public, faire la coordination, c'est pas évident.
Et il le fait. J'ai rarement vu ce courage politique exprimé publiquement en Guadeloupe sur le sens des responsabilités. Il le fait, je le félicite ici. Deuxième chose, la Guadeloupe est un peu particulière quand même dans cette affaire-là. Il y a donc 5 territoires plus Saint-Martin. L'État fait un travail. Moi, j'ai critiqué l'État et j'ai proposé des solutions. Ça n'a pas été suivi, même si une fois on avait fait sauter la banque ici. Bon, c'était. On oublie ce point. Mais bon. Je demandais, moi, 200 millions, y compris pour financer le fonctionnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et puis un prêt garanti par l'État avec des prêts sur 50 ans sur la partie investissement. Aujourd'hui, on a une particularité, le fonctionnement, il l'a dit, le SMGEAG, syndicat unique pour tout le département, sauf Marie-Galante, est un assemblage de structures, c'est un assemblage de personnes, et il faut du courage politique et du management. Et c'est vrai qu'il y avait des critiques des élus en disant c'est le préfet qui gère. Il y a un G4, un groupe de 4 personnes, c'est pas dans les statuts, ce que vous avez voté au Sénat, ce que nous avons voté. Il y a le G4, donc la région, le département, l'État et le SMGEAG. Et l'assistance technique apportée par l'État avec des sommes importantes, ça doit faire plus de 1,5 million, 1,8 million. Je ne sais pas c'est combien de personnes, c'est pratiquement 11 ou 12 ETP. C'est placé auprès du préfet. Et chaque semaine ou chaque 15 jours, le préfet réunit son staff, parfois hors la vue des exécutifs et des dirigeants. Depuis lors, ça s'est amélioré. C'est important. Ça se poursuit. La deuxième chose, c'est que on a adopté un plan, le président Louis l'a évoqué, c'était 320 millions au départ. Aujourd'hui, dans un plan d'accompagnement renforcé, c'est 213 millions, dont 83 millions pour l'État, 71 millions pour l'Europe, et on a évoqué Jean-François l'a fait, et 20 millions départements, avant c'était 5 millions, c'est 20 millions, donc plus d'efforts, 20 millions pour la région et 19 millions pour l'Office de l'eau. Je dois dire, moi je suis critique, et c'est pas de la politique politicienne, ça fait pas assez d'efforts. Si vous demandez au président en franchise, est-ce que l'argent est versé par le département et la région? Non. Ensuite, lorsque vous lisez dans l'investissement, je ne sais pas si la Cour a pointé cette affaire-là, vous mettez 20 millions en région. Non, on vous demande une maîtrise d'ouvrage déléguée. Ça veut dire que ce n'est pas le CMGEAG qui gère la chose. Quelque part, ils vont dire quels sont les objectifs, quels sont les lieux où il faut faire des travaux, mais c'est la région qui gère en direct. Et c'est le cas pour le principal producteur d'eau brute en Guadeloupe, c'est le Conseil général, le Conseil départemental. Et contrairement à ce qui a été dit, que c'est le SIAG avec M. Hernandez décédé depuis lors, avec ses phrases, qu'il y en a eu, qui a coulé. Non, je dis et je pointe la responsabilité du Conseil général, principal producteur de brut, qui fixe librement le prix du mètre cube d'eau. Si le CMGEAG fixe un prix, ça peut se trouver en contradiction. Et donc, il y a là une harmonisation. Au-delà du plan eau, il y a à trouver une structuration différente et pour donner, si je veux dire, une mainmise, disons ça comme ça, sur la politique de la Guadeloupe. Voilà, moi je demande à corriger ces affaires-là. Ensuite, et je finis là, je suis déjà trop long, mes 2 minutes sont passées, il y a ces bonnes véritables adaptations à faire. C'est des choses qu'on peut voir dans des PPL ou dans des amendements de texte qu'il faut corriger. On est loin du compte et il est courageux. Et on aura encore des incompréhensions. Moi, on m'envoie des factures de 2018-2019, alors que j'y ai payé. On m'envoie des sociétés d'affacturage et de recouvrement pour dire qu'il faut donc améliorer tout ça, la facturation. Il faut un plan d'économie, il faut un plan social. C'est là qu'il faut du courage politique pour redresser tout ça. Et c'est vrai, il faut confirmer ce que fait déjà l'État, l'accompagnement de l'État sur le fonctionnement. Et donc, je comprends sa demande. Et puis sur l'investissement en PPI qu'il faut respecter avec plus de sérieux. Merci, Victorin. Je vais donner la parole tout de suite à Monsieur Louisy pour éventuellement répondre aux interrogations de nos collègues, en tout cas celles qu'il souhaite, qui lui semblent adressées. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rappeler, Monsieur le Sénateur Lurel l'a précisé,
qu'au-delà de la participation financière directe de l'État en numéraire, à travers le contrat d'accompagnement renforcé, mais aussi à travers le plan d'investissement, nous avons des assistants techniques dans plusieurs domaines, à la fois sur le plan administratif, mais aussi sur le plan technique, qui sont, comme vous l'avez précisé, sous la responsabilité de l'autorité du préfet. Et là, nous essayons de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible, parce qu'il y a forcément un choc culturel entre les agents ou les cadres qui se sentent, non pas binomés, mais peut-être perdant un peu de leur pouvoir. Donc il faut vraiment que nous réussissions et ce à quoi je m'attache, à créer ce lien pour que l'ingénierie fonctionne le mieux possible, parce que ces compétences en interne, on en a besoin, mais comme il y a déjà beaucoup d'effectifs, donc c'est encore un effort considérable dans le cadre du plan ODOM qu'il faut souligner. Et donc je tenais aussi à remercier ce travail-là. On a évoqué ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le rapporteur, sur les raisons de la sous-consommation des crédits de subvention. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure dans la mise en place des marchés, toute la lourdeur administrative qui font que on n'avait pas encore toute cette ingénierie en interne, puisqu'au niveau des différents opérateurs, on n'atteignait pas des montants aussi conséquents en termes de mobilisation de fonds, notamment sur un plan pluriannuel d'investissement de 213 millions d'euros, sont quand même considérables. Et donc là, ça nous crée quelques retards. Et la présence des assistants techniques nous apporte une aide considérable depuis quelques mois. Et donc là, les bonnes commandes partent, les marchés sont notifiés. Et ce qu'il faut, c'est que les dossiers soient instruits le plus rapidement possible. Donc réduire, je ne sais pas, par rapport à une mesure dérogatoire, un dispositif législatif dérogatoire dans les situations d'urgence, réduire les délais d'instruction au niveau de ces demandes de subventions, que ce soit sur les subventions de l'État, mais aussi les subventions au niveau de l'Europe. Le rapport de force entre délégataires et prestataires face aux collectivités, vous l'avez souligné également. Donc pour l'instant, au niveau du SMGAG, nous avons récupéré une grande partie de la gestion de l'eau. Nous avons comme délégataire SOR, des délégations de services publics, mais autrement sur l'ensemble du syndicat. Et c'est ça l'objectif de la mise en place de régie. Nous n'avons quasiment plus affaire à Veolia ou à Suez, mais c'est surtout SOR qui intervient sur le territoire, puisque quelques communes, à peu près 5 communes, sont concernées par la gestion au niveau d'une multinationale comme SOR. Et là aussi, on l'a vu sous Saint-Martin, là aussi le travail se fait de manière conséquente. Sous Marie-Galante, nous avons Carukero, qui est une filiale du groupe Suez, et qui fait le travail qui a été souligné tout à l'heure par monsieur le coordonnateur, de bon exemple. Sur les... Donc, ça m'a permis de répondre à l'implication des sociétés françaises qui ont un grand savoir-faire en la matière. En revanche, là où nous aurons besoin de savoir-faire, c'est sous l'assainissement, parce que des choix qui ont été opérés sur les stations d'épuration, mais aussi nous aurons un gros effort à faire sur l'assainissement non collectif. On voit l'assainissement collectif, mais on oublie que l'assainissement collectif, qui représente à peu près 60% de l'ensemble des eaux usées sur le territoire, c'est pas assez coordonné. Là aussi, on aura besoin d'un appui et de compétences, voire de transfert de compétences sur le territoire. Sur les problématiques de non-consommation de subventions, on l'a déjà dit tout à l'heure. Sur les impayés de factures, on réfléchit à savoir s'il ne faut pas externaliser la fonction recouvrement, parce que au niveau de l'agence comptable, et vous savez quelquefois que les politiques ont du mal à faire payer parce qu'on fait un peu du social. On regarde la situation sociale, tandis qu'au niveau de la DRFIP, ils ont plus de moyens coercitifs que nous. Donc on réfléchit à la possibilité, avec la direction générale, le directeur général des finances publiques en Guadeloupe, à faire une externalisation de cette fonction, comme on l'a connu sur d'autres opérateurs, par exemple sur le syndicat, le SIAG, l'externalisation de la facturation et du recouvrement, notamment en termes de recouvrement forcé, parce que quelquefois on est obligé d'aboutir à ça. Lorsque vous avez 40% de taux de non-recouvrement, il faut passer à des phases beaucoup plus coercitives. Et donc là-dessus, nous sommes en train de préparer dans notre plan de redressement cette possibilité, comme on constate que ça ne marche pas trop en termes d'agence comptable. Sur le prix de l'eau et de l'assainissement,
oui, il y a une disparité parce qu'il y a eu plusieurs opérateurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 6 opérateurs avec des prix différents. Et donc, nous sommes entrés dans une démarche de lissage. Voilà, on va lisser de manière à ce qu'on ait un prix unique de l'eau, comme ça avait été demandé en 2009 dans le cadre des accords du LKP, de manière à aboutir à un prix unique de l'eau. Donc, c'est un travail qui est considérable à faire. Et là-dessus, il faudra, à travers cela, que nous mettions aussi la notion d'un prix social de l'eau, puisqu'il y a quand même, en termes de foyer, nous avons beaucoup de personnes qui sont de conditions modestes et qui n'arrivent pas à payer l'eau. Et nous sommes quelquefois obligés de faire appel soit au FSL, à travers le conseil départemental, soit au CCAS, pour un accompagnement social au niveau du paiement. Alors, sur l'utilisation des crédits de l'Europe, oui, on l'a dit tout à l'heure, 71 millions sur le plan la PPI accélérée, c'est quand même considérable. Et là-dessus, nous avons une ingénierie que nous renforçons et qui nous permet d'avoir des perspectives intéressantes. Monsieur Bazin nous parlait d'ingénierie en matière de construction de réseaux de maîtrise d'ouvrage. Donc, nous faisons appel, bien évidemment, à travers les marchés publics, sur les réparations de fuites, sur le plan de remplacement des compteurs, sur des compteurs intelligents à mettre en place. Donc, faisons appel à des prestataires dans le cadre de la commande publique. Et sur les prêts au niveau de la Banque des Territoires à 50 ans, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Nous avons souscrit très rapidement un certain nombre de prêts et les échéances commencent à tomber après une petite période de 2 ans, 3 ans de facturation des intérêts intercalaires. Maintenant, on doit rembourser le capital. Et donc, ce qui serait intéressant, compte tenu du fait que nous n'avons pas encore l'équilibre financier, ce serait intéressant de nous permettre d'obtenir, via ces différents établissements financiers, une prolongation sur 50 ans. Et pour renouveler des kilomètres de réseau, vous avez tout à fait raison, ce sont des prêts à très long terme qui pourraient nous aider à ne pas avoir un poids financier très important. Et donc, je voudrais juste, avant de conclure, vous saluer ce plan de redressement qui est mis en place, cette PPI accélérée, la participation de l'État et l'efficacité du plan ODOM, qui est rentré dans une phase dynamique, si je peux m'exprimer ainsi, et les perspectives qui s'offrent à nous à partir du moment où nous retrouvons l'équilibre budgétaire et financier sur le syndicat. Franchement, je vous dis que ça devrait être un très bel exemple. Et je vous remercie encore de tout l'accompagnement du Sénat, et notamment la Commission des finances, au niveau de l'intérêt que vous donnez à la Guadeloupe, mais aussi à l'ensemble de l'Outre-mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le coordonnateur, pour les questions qui vous reviennent. Alors, je vais essayer de reprendre point par point en étant synthétique sur les questions qui ont été évoquées. Tout d'abord, effectivement, sur le taux d'impayé, c'est un vrai sujet qui met en difficulté l'équilibre budgétaire des services publics d'eau et d'assainissement. Alors, le plan d'action qu'on a tous dans le cadre du plan d'OM pour répondre à cette problématique, tout d'abord, c'est d'améliorer le service rendu aux usagers. Plus on a un service qui est efficace, moins l'usager sera réfractaire à s'acquitter de sa facture. Donc ça, c'est plutôt une évidence. La deuxième chose, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est mettre en œuvre une vraie politique sociale de l'eau, parce qu'il y a effectivement sur les territoires d'outre-mer, il y a des difficultés sociales qui font que des gens ont des difficultés à s'acquitter d'une facture dont le prix de l'eau est l'un des plus élevés au niveau national. Donc avec des chèques eau, avec la tarification sociale et progressive, il est absolument pas normal que l'on paye le même prix de l'eau en fonction lorsqu'on a une consommation excessive d'eau du fait qu'on ait une piscine, alors qu'il y a des personnes qui sont plutôt dans une consommation dite domestique la plus élémentaire. La troisième chose, c'est une mauvaise interprétation locale, mais peut-être au niveau national, de la loi Brotte, qui a été vraiment interprétée comme un blanc-seing, ne pas forcément s'acquitter de la facture lorsqu'on a des relances. Et ça c'est très préjudiciable. Et là, ça demande un grand effort de communication et d'association des usagers qu'on n'a pas assez fait. Et là, il faut qu'on se le dise, on n'a pas assez fait sur la première génération des contrats de progrès. On n'a pas assez impliqué l'usager, on n'a pas assez impliqué le consommateur. Ça a été dit par la Cour, et je les remercie, et ça a été dit également par le CESE à plusieurs reprises. Et il y a également des initiatives assez innovantes comme
les gens sont tous avec leur téléphone portable, donc avec l'usage d'outils numériques et digital pour permettre une facturation un paiement instantané ou un rappel du taux de consommation ou du rappel de la facture à l'usager directement sur son numéro de téléphone. Il y a des bornes de paiement également qui ont été mises en place. Voilà, la mensualisation, effectivement, c'est aussi un outil qui permet de lisser. Voilà, il y a tout un ensemble, un kit qu'on a mis à disposition, qui est disponible sur l'intranet et l'internet, excusez-moi, du ministère de l'écologie, mais qu'on a mis également à disposition des autorités organisatrices. Et d'ailleurs, on a fait plusieurs webinaires sur ce sujet-là. Sur la question, mais c'est un cheval de bataille sur lequel il faut être extrêmement attentif et qu'il ne faut pas lâcher, et c'est un travail en continu. Sur la question, la consommation des crédits de paiement. C'est vrai que c'est un raccourci assez facile de dire c'est l'ingénierie. Il faut juste comprendre comment sont structurés les services de l'État sur le plan territorial. Vous savez que le plan ODOM a deux niveaux d'articulation, un niveau national avec un pilotage national avec une équipe nationale et un pilotage territorial avec ce qu'on appelle les chefs de projet du plan ODOM qui sont situés essentiellement dans les DAL, et ce sont des services déconcentrés qui ont perdu cette compétence d'eau et d'assainissement. Il faut qu'on se le dise, cette compétence d'eau et d'assainissement, ils l'ont plus, donc il faut qu'ils se l'approprient. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément important, c'est ces territoires répondent à la commande publique, et les autorités organisatrices, lorsqu'elles lancent des marchés, elles répondent à la commande publique, et cela nécessite des équipes. Cela nécessite une capacité de lancer une étude avant-projet, plus un dossier de consultation des entreprises, plus d'avoir une maîtrise foncière. Et donc voilà, on se rend compte, et le point vraiment de signalement d'alerte a été le plan de relance, où le plan de relance, c'est 50 millions d'euros qui ont été mis sur la table. Il y a eu une capacité d'engagement très rapide. On a vu une capacité de s'approprier les crédits, mais lorsqu'il a fallu transformer ça avec des délais très contraints en opération, en projet, donc en marché public et ensuite en travaux, on a vu que c'était très 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 long, du fait qu'il y avait des difficultés à avoir du staff au sein des EPCI qui soit en capacité de répondre à tous ces éléments-là. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Et là, on est plutôt dans une démarche d'expérimentation, d'innovation. À la fois, on a mis une équipe au sein de la DEAL de Mayotte avec du portage salarial. On a recruté 4 ingénieurs qui ont accompagné dans la maîtrise d'ouvrage de l'EMA. On en a financé 4 autres qui interviennent également en interne. On est en train de structurer le CEREMA au sein du territoire de Mayotte pour également accompagner le syndicat des eaux de Mayotte, notamment sur la maîtrise d'ouvrage. Et Monsieur Louisy l'a très bien dit, sur la Guadeloupe, c'est tout un contingent de l'État. Il faut se dire que ce sont des fonctionnaires, ce sont des agents de l'État qui sont mis à disposition du syndicat pour les accompagner sur tous les éléments, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, que ce soit la politique tarifaire, que ce soit la commande publique ou la gestion RH, voire même l'exploitation, parce qu'on a recruté également avec Expertise France des experts de très bon niveau qui interviennent également sur tout le volet exploitation. Sur le rapport entre l'État et les délégataires, sur la première génération du plan ODOM, c'est un champ sur lequel on n'était pas suffisamment investi. On se rend compte, et ça a été souligné également par la Cour des comptes, qu'il y a un besoin d'appuyer sur le plan juridique davantage le préfet et l'État local pour notamment être en capacité d'utiliser les bons leviers lorsqu'il y a une défaillance dans le rapport entre le délégataire et l'autorité organisatrice, mais également un besoin fort d'appuyer l'autorité organisatrice ou le PCI lorsqu'il y a des renouvellements de contrats de délégation de services publics. Là, il y a besoin à la fois d'outiller sur le plan juridique l'État local, mais également d'outiller sur le plan juridique l'autorité organisatrice. Sur le volet de la lourdeur administrative, 2 éléments importants. Le droit commun européen national s'applique sur le territoire. Effectivement, les directives européennes peuvent paraître quelquefois assez lourdes sur le territoire pour des territoires qui n'ont pas forcément permis l'accès à l'eau potable à toutes les populations ou avoir des stations d'épuration qui permettent de traiter l'ensemble des effluents. Ça, c'est un élément important. Il y a une dérogation sur la DRU1 et la DRU2 qui est pour Mayotte. C'est peut-être le levier qu'on a pu activer pour ce territoire, mais effectivement, là, il faut le reconnaître, il y a une lourdeur assez importante. La deuxième lourdeur, c'est la
coordination des financements. On n'a pas un seul canal de financement, il faut activer plusieurs canaux de financement, vous l'avez bien compris, hein, et qui mixent du prêt et de l'investissement en dur, porté par l'État, plus de l'autofinancement quand il existe. Donc ça veut dire qu'il y a un travail de coordination des investissements à faire, quelquefois sur une seule opération, qui peut paraître assez lourde. Il y a eu l'expérimentation d'un PIT en Guyane, mais qu'on a vite abandonné sous la volonté du préfet de Guyane, parce que c'était pas forcément l'outil le plus adapté. Juste les deux dernières questions que vous avez évoquées, parce que monsieur a évoqué le prix de l'eau. Effectivement, le prix de l'eau est supérieur, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est supérieur de 30 à 80% sur les territoires. Il est variable sur tous les territoires, et à l'intérieur même d'un département d'outre-mer, il peut être également variable en fonction des EPCI. Là, il y a un gros travail d'harmonisation à faire sur le prix de l'eau, notamment pour qu'on puisse avoir des prix uniques sur un territoire. Ça, c'est un élément important. Alors, sur la Réunion, par exemple, on a un prix de l'eau relativement bas. Là aussi, il y a un travail aussi peut-être de rehausse un petit peu de prix, justement pour porter les investissements importants. Vous savez que sur la Réunion, on a chiffré les investissements à pratiquement 1 milliard d'euros sur le CCT suivant. Dernier élément sur les fuites. Effectivement, les fuites, c'est également un de nos chevaux de bataille. C'est un élément important. Monsieur Louisy l'a très bien évoqué, hein, sur 100 litres produits à la Guadeloupe, on en perd 60, donc on n'en garde que 40. À Mayotte, on s'achemine progressivement peut-être vers une autre crise sécheresse en 2025. On estime qu'on a entre 10 à 15 000 d'eau perdue dans les réseaux qui est extrêmement important. C'est vraiment un élément fort, et là c'est de l'entretien, de l'exploitation, du renouvellement de réseau. Il n'y a pas d'autre solution en fait. C'est la recherche et la réparation de fuites, et c'est de l'entretien et le renouvellement de réseau qu'il faut accompagner pour les territoires d'outre-mer. Le plan ODOM a fait de cet objectif un élément important pour accompagner tous les territoires. Merci beaucoup pour vos réponses, monsieur le coordonnateur. Je redonne la parole donc à la présidente Démier pour quelques mots de réponse éventuelle complémentaires aux sénateurs et quelques mots de conclusion pour votre part. Merci, monsieur le président. Je vais aller être rapide. Tout d'abord, je voudrais aller dans le sens de ce qu'a dit monsieur le coordonnateur du plan. S'agissant de Mayotte, effectivement, nous avons la même analyse, à savoir que même si à Mayotte, ce ne sont pas les réseaux d'eau et d'assainissement qui ont été plus particulièrement touchés, mais plutôt les réseaux électriques et de télécommunications, mais ceux-ci ont pu impacter les réseaux d'eau. Il n'en reste pas moins vrai que les réparations d'urgence ont été conduites en urgence et avec une grande efficacité par le syndicat unique, le LEMA, et parce qu'il était en étroite collaboration avec les services de l'État, préfecture, DEAL, CEREMA, etc. Et effectivement, on peut l'attribuer vraiment au contrat de progrès qui était bien avancé et qui a donné finalement une certaine avance par une efficacité opérationnelle dans cette immédiate réponse à la crise, mais aussi, nous le pensons, à une capacité accrue qui résulterait d'une programmation qui était relativement crédible et surtout une capacité à adapter la programmation des investissements au regard de ces événements. Donc, je voulais, sur ce point, aller dans le sens de ce qui était dit. Et donc, sur les vertus d'un contrat de progrès lorsque celui-ci fonctionne véritablement bien. Deuxièmement, je voudrais peut-être éclairer votre commission sur ce qu'a dit monsieur Louisy pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Lorsque monsieur Louisy parle d'un contrôle de la Cour des comptes sur la question du système comptable, de la formation des agents, d'un plan d'économie, ce n'est pas une question que notre rapport a traité. Il se trouve que parallèlement à notre enquête sur le plan ODOM dans les 6 territoires d'outre-mer, la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe est en train de mener un contrôle que nous qualifions dans notre jargon un contrôle organique du syndicat, et que les conclusions définitives de ce contrôle
seront rendus publics, je pense, avant l'été. Et donc, quand M. Louisi parlait des choses dont il avait eu connaissance et que vous ne pouviez ne pas trouver dans le rapport et vous en étonnez, je voulais préciser ce point. Voilà. Sur la non-consommation des crédits, je crois qu'on a à peu près tout dit, je n'y reviens pas. Sur le prix de l'eau, dans le rapport, vous avez le prix moyen de l'eau par territoire comparé à l'Hexagone. Et moi, je pense que pour bien en comprendre le sens et les différences, il faut le rapporter, et c'est ce que nous faisons, au revenu médian par an dans chaque territoire. Parce que, évidemment, la différence entre 2,76 et 2,84, c'est pas grand-chose comme différence d'apparence. Mais quand on regarde le revenu médian qui s'y rapporte, là, ça change tout. Voilà, je pensais que c'était bien de préciser ce point. Sur votre question, monsieur, sur qui fait quoi en termes de subventions, prêts et puis appui technique. Alors, comme je vois que l'heure tourne, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je me permets de vous signaler qu'à la page 34 du rapport, vous avez bien la répartition selon les opérateurs et l'État. Voilà. Écoutez, monsieur le Président, pour conclure, je crois que il me semble que, premièrement, la plupart de vos collègues ont considéré que notre rapport vous apportait quelque chose, qu'il vous avait appris des choses et que vous le trouviez utile avec des observations justifiées. Donc, non seulement nous en sommes ravis, mais je souhaite vraiment remercier les rapporteurs parce que la qualité de ce rapport leur incombe. Et puis, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des solutions pragmatiques. On a souvent envie de dire il n'y a qu'un faucon, mais parfois, on sait très bien que les solutions constructives sont des solutions de nuances. Donc voilà, et nous espérons que les recommandations de la Cour seront reprises par vos rapporteurs spéciaux. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, on va le savoir en les interrogeant, Madame la Présidente. Est-ce qu'ils sont prêts à reprendre ces recommandations? Messieurs les rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. Je voulais remercier effectivement Madame la Présidente pour la qualité du rapport et remercier tous les intervenants et les réponses qui ont apporté quand même pas mal de solutions à nos inquiétudes. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on a, certains d'entre vous l'ont précisé, hein, pas mal de factures impayées en Outre-mer, c'est surtout un problème. La mobilisation du FSL est forcément une solution qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller voir, parce qu'il y a peut-être des moyens de l'Europe. Ce sont quand même des moyens européens qui sont mis à travers le FSL. Donc c'est quand même des moyens pour aider nos populations qui ont des difficultés. Je pense que vous l'avez souligné, c'est une excellente chose. Il faut aussi qu'on le dise et qu'on le répète à tous les territoires pour qu'ils en fassent de même et pour qu'on fasse des efforts. Concernant également le délai de 2016 à 2018, il y a eu 2 années aussi où apparemment la mobilisation du plan Eau-DOM n'a pas été très efficace pour le temps que l'État mette en route. Alors peut-être que ce décalage aussi fait qu'aujourd'hui on a une sous-consommation et ces 2 ans, c'est important. En 8 ans, c'est important. Donc là aussi, lorsque l'on met en place des plans comme ça, il faut aussi qu'ils soient rapidement mis en place et efficaces pour pouvoir donner des moyens aux différentes collectivités. Voilà, moi, en tout cas, je suis ravi de ces discussions autour de cette table et qui donnent des pistes et qui donnent en tout cas un avenir ensoleillé, comme nos Outre-mer. Georges Patient, d'abord. Oui, juste pour reprendre les propos de mon collègue et ajouter que nous proposons de suivre les recommandations de la Cour des comptes. Simplement, nous avions souhaité quand même qu'on y ajoute les recommandations suivantes, à savoir renforcer le rôle des comités restreints financeurs, conserver la souplesse d'organisation dans le pilotage local et renforcer les formations des personnels. Voilà. Très bien, merci. Oui, mais c'est au rapporteur de l'affaire, normalement.
après la séquence. C'est des compteurs intelligents qui pourraient donner lieu à une tarification progressive. On parle de prix unique de l'eau, mais si on remplace les vieux compteurs par les compteurs qui... bon, on a connu ça en électricité. Tarification progressive avec poste de compteurs intelligents, peut-être avec des subventions. Nous rentrons dans la technique avec Victorin Lurel. Eh oui, un ancien directeur des services, quelque part, historiquement, ça porte toujours des solutions techniques, pas que de la politique. Bon, merci. Je vais donc évidemment vous demander d'autoriser la publication de l'enquête de la Cour des comptes. Il n'y a pas de difficulté, mes chers collègues. Je vous remercie. Ainsi que du compte rendu de la présente réunion en annexe, bien sûr, un rapport d'information de nos deux rapporteurs spéciaux. Nous devons également adopter les recommandations des rapporteurs spéciaux, avec ou sans compteur intelligent, mais bon, en tout cas, donc je vous propose de les adopter telles qu'elles ont été présentées à l'instant par Georges Patient. Pas de difficulté, il en est ainsi décidé. Je vous remercie et je pense que on ne peut que vous encourager les uns et les autres à aller de l'avant, parce que moi je considère toujours que dans les territoires d'outre-mer, il faut faire attention à comment dire, à la compréhension par nos populations de manière générale des problématiques. Et lorsqu'on n'a pas d'eau au robinet et de manière récurrente, je pense que la colère est pas loin et très vite. Et donc parler d'autre chose, d'autres sujets, alors qu'on n'arrive pas à avoir de l'eau courante au XXIe siècle et dans un pays comme la France, je pense que ça pose question et ça donc nous amène tous à trouver des solutions non seulement comment dire de bon sens, arriver à résoudre les problèmes, mais malheureusement à le faire le plus rapidement possible. Voilà, c'est sur cet encouragement plus qu'un constat que je vous propose de lever la séance. Merci à tous et merci à ceux qui sont venus, en particulier de loin. Merci Madame la Présidente et merci à l'ensemble de vos collègues.